Je vais en mettre un plus court. Est-ce que c'est mieux? Je peux chercher un livre plus important. Bon, eh bien, bonjour Gilles, merci d'être avec nous pour cet événement en ligne. Voilà, les préparatifs ont été un petit peu laborieux pour les connexions Mac, Mac et le reste du monde. Et donc voilà, donc pour démarrer avec un peu d'humour, je suis Vincent Giraud, donc j'organise cet événement en ligne qui s'appelle Apiculture et conscience, coopérer avec les abeilles. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Gilles Grosmont, qui est vétérinaire, qui a énormément d'expérience dans la santé animale et le bien-être animal. Et merci d'abord, Gilles, d'avoir accepté cette invitation et de participer à cet événement. Et avant de démarrer, en quoi participer à cet événement fait-il du sens pour toi? Écoute, je vais te dire, le premier sens, c'est d'abord répondre à ton amitié. Ça, pour moi, ça me paraît fondamental. Donc, c'est ma première motivation. Ensuite, j'ai pas trop l'habitude qu'on me pose des questions de ce type-là, parce que ma préoccupation principale, c'est d'avoir un rapport avec les animaux qui leur permette d'être toujours en bonne santé. Donc, je suis surtout façonné par mes études, par mon activité professionnelle, qui fait que c'est d'abord la santé des animaux. Et j'estime que lorsqu'ils sont en bonne santé, ils n'ont pas trop de mal à vivre bien les choses, quoi. Donc, je suis assez déformé par le contexte professionnel. Tu D'accord. Voilà, donc du coup, tu es vétérinaire, biologiste aussi. Ça fait au moins 30-40 ans que tu es vraiment dans cette partie-là de ton activité professionnelle. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours professionnel et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux abeilles domestiques, Apis mellifera mellifera? Alors, je fais un petit rectificatif, ça fait exactement, puisqu'on vient de le fêter, 50 ans que je suis vétérinaire et apiculteur. Donc, je suis maintenant hors norme. Et si tu veux, ce qui m'a préoccupé pendant toutes ces 50 années d'exercice, c'est d'arriver à comprendre les mécanismes fondamentaux de la vie. Et la chance que j'ai eue, c'est d'aborder toutes les espèces animales. Et quand on aborde toutes les espèces animales, on finit par retrouver le point commun à toutes les espèces, à leur fonctionnement, et donc à retrouver les fondamentaux du vivant. Et la dernière espèce à laquelle je me suis intéressé du point de vue santé, mais du point de vue loisir, ça fait 50 ans que je suis apiculteur, mais du point de vue santé, c'est l'abeille, et ça ne fait que 3 ans que je suis rentré vraiment dans des études beaucoup plus marquées, dans des relevés, dans des observations, parce que ça me paraissait être l'espèce animale la plus complexe. Et on y reviendra peut-être là-dessus. Donc, d'où un peu mon retard. Je viens là, en fin de carrière, m'intéresser à mon animal préféré. D'accord, merci. Alors, pour résumer ma carrière, oui, d'abord 30 ans de cet exercice sur le terrain qui me paraît fondamental et qui fait que je suis d'abord un clinicien. On le verra tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on demande à un clinicien, face à un problème de santé ou une menace de santé, d'apporter une solution concrète. Il faut répondre au quotidien et il m'est arrivé de répondre sur 20 problèmes différents dans une même journée. Donc, si tu veux, il faut vraiment être toujours très près sur la brèche et avoir de ce fait, et c'est ça qui est important, une méthode de travail. Et c'est ce qui m'a un peu différencié de tous ces gens qui viennent en alternatif et qui viennent avec une recette. Et une recette, c'est vraiment quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une recette et qui n'a pas ni d'amont ni d'aval, qui ne se rattache à rien. Donc, je suis foncièrement opposé à cette méthode de travail. Tu verras, je reviendrai tout à l'heure comment on aborde la santé animale. Et donc, c'est un peu ce qui me caractérise. Alors, échelonné avec des publications, soit dans des congrès mondiaux, soit dans des revues à comité de lecture, soit même dans un bouquin, je n'ai pas amené, j'aurais dû vous le montrer là, qui est sur la santé animale, où j'ai fait un peu le bilan des solutions alternatives. Par exemple, je pense que je suis le seul à avoir fait un comparatif entre homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, chromothérapie, ainsi de suite, toutes ces médecines-là, et comment elles ont des domaines où elles sont particulièrement spectaculaires, et comment elles s'articulent entre elles. Et ça, c'est très important, parce que je vois très souvent des gens qui sont des ayatollahs de l'homéopathie,
d'autres des ayatollahs de l'acupuncture. Et chacun s'ignore, alors qu'en réalité, il y a une base commune à toutes ces médecines. Et il faut savoir comment elles peuvent, comment on va dire, communiquer entre elles. Ok. Donc, tu as donc un parcours de 50 ans dans le contact avec l'animal et dans ta préoccupation qui est vraiment le bien-être animal et sa santé. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et du coup, j'avais, avant d'aborder la question plus spécifique de l'abeille et de son bien-être, voilà, j'étais intéressé aussi par le questionnement de la domestication animale, qui date pas d'hier, hein, qui date au moins, je crois, pour les animaux comme les bovins, les ovins, etc., de au moins 10 000 ans. Hein, 10 000 ans, oui, à peu près. À peu près. Et donc, du coup, ce qui m'intéressait, c'est quelle est la part de responsabilité, en fait, dans l'homme, dans cette coopération avec l'animal, du fait justement de cette domestication? Alors, très souvent, on retient le mauvais côté, c'est-à-dire l'exploitation de l'animal par l'homme. Mais il y a d'autres relations entre l'homme et l'animal. Si on fait la relation entre l'homme et le chien, je crois que c'est plutôt le chien qui a recherché le contact de l'homme. On peut voir un peu ça dans les deux sens. Je voudrais aussi faire un petit rappel, c'est que pas mal de maladies de l'homme lui ont été transmises par l'animal. C'est le retour de la domestication. Quand je prends la tuberculose, la brucellose, quand je prends la rage, ce sont des maladies d'origine animale et c'est un petit peu le retour de notre fréquentation des animaux. Je le rappelle, mais il n'y a pas d'anthropomorphisme dans ce que je dis. Hein. C'est comme ça, il faut l'admettre dans ce sens-là. Maintenant, dans ma relation de l'homme à l'animal, on voit tous les excès possibles, hein, aussi bien même en apiculture qu'en élevage de volailles ou en élevage de porcs. L'homme, à un moment, comme on pourrait dire, péter un plomb, quoi. Et il a fait un raisonnement purement économique, par exemple, sans respecter la personnalité de l'animal. Donc, tous les élevages sont critiquables. Et après, peut-être qu'on peut y apporter des nuances, peut-être que le berger, dans sa relation avec ses moutons, a peut-être quelque chose de plus humain que l'éleveur de volailles en élevage hors sol. Donc là-dessus, oui, il y a des degrés, des nuances qu'on peut apporter. Mais ça restera quand même fondamentalement une relation de domination de l'homme par rapport à l'animal. Et en cela, je veux dire que ça reste toujours critiquable. Oui, et en quoi cette responsabilité, elle s'exerce à quel niveau, en fait, dans cette coopération, dans cette domestication? Est-ce que ça touche, par exemple, son habitat, ça touche son alimentation, ça touche sa santé? Puisqu'on le verra après par rapport à l'abeille, parce que l'abeille a un statut un petit peu particulier, parce qu'elle est à la fois soi-disant domestiquée, mais en même temps, elle a un statut sauvage. Et du coup, dans ce rapport à l'abeille, voilà, dans ce rapport de domestication, quand on le verra par exemple avec l'abeille, il y a certaines personnes qui préconisent par exemple son réensauvagement en milieu sylvestre comme elle existait autrefois. D'autres l'utilisent vraiment pour en tirer profit. Et donc dans ce rapport sauvage-domestication, la part de la coopération et on va dire voilà, du respect de l'animal, de l'insecte, il est très flou. Alors, je crois que le respect de l'animal passe à la capacité qu'on lui laisse à assouvir spontanément et sans contrainte ses besoins fondamentaux, qui sont l'alimentation, l'abreuvement, le repos et la reproduction. Quand ces 4 cases-là sont satisfaites, je veux dire, spontanément, sans contrainte, je pense que l'animal a une vie à peu près normale. Et si on les prend tous les élevages, eh bien, ça coince à chaque fois dans une des cases, quoi, très fortement. Donc c'est là où l'homme a une forte responsabilité. Et j'allais dire, il faut que progressivement, il se fasse le plus discret possible dans ses relations et qu'il permette à l'animal de s'exprimer dans ses besoins fondamentaux. L'abeille, c'est un peu plus compliqué. Mais l'abeille, quand même, on lui a mis des contraintes qui sont fortes, comme la ruche avec des rayons parallèles, tout ce qu'on peut lui imaginer. Alors on y viendra tout à l'heure progressivement, mais on a essayé effectivement de la soumettre. L'idée aussi aujourd'hui absurde, c'est de sélectionner des souches qui soient sans essaimage. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'ils font avec ce truc-là? Est-ce qu'ils n'ont pas compris que c'était un moyen de défense de l'abeille qui est fondamental? Tu vois, donc effectivement, on verra dans les pratiques apicoles que les besoins fondamentaux que j'ai exprimés, qui sont extrêmement simples, eh bien, on les viole en permanence aujourd'hui. D'accord. Tu peux les rappeler, donc les besoins de reproduction, les besoins de s'alimenter,
de repos, d'alimentation et d'abreuvement. Il n'y en a que 4. Donc, accès à l'eau, accès à des ressources alimentaires, pouvoir se reposer et pouvoir se reproduire. C'est bien ça? C'est ça. Oui, voilà. Et donc, à partir de là, on peut estimer que les animaux sont à peu près heureux, même s'il y a d'autres choses. Mais dans l'idée de la reproduction, il y a aussi l'idée de la sociabilisation, de la vie en groupe, tu vois. Donc, ça va assez loin quand même. Derrière, on peut, derrière 4 mots très simples, développer des concepts qui sont un peu plus complexes. D'accord. Et donc, concernant l'abeille, donc on parle de Apis mellifera mellifera. Est-ce que pour toi, elle est considérée comme sauvage ou comme domestiquée? Et c'est quoi pour toi la différence entre une abeille sauvage et une abeille domestiquée, en tout cas dans ce sujet qui nous intéresse? Et il n'y a pas d'abeilles sauvages, il y a des abeilles férales, donc des abeilles domestiques qui sont revenues à l'état de liberté. Donc si tu veux, aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait réellement des types complètement sauvages. Oui, on réassiste à de l'ensauvagement peut-être, mais très ponctuel. Et c'est notre seul point de repère. On n'a pas, sinon, moi, j'ai pas accès. J'ai la chance d'avoir 2 colonies férales très près de mon rucher, et elles me servent de référence. Oui, par exemple, j'observe plein de choses et je fais des mesures sur ces colonies férales. Mais dire que je suis en face d'abeilles qui sont redevenues sauvages, je crois pas. Est-ce que toi, tu crois au réensauvagement comme ça, de la capacité de réadaptation à son milieu d'une abeille qui a été quelque part domestiquée et sélectionnée, puisque c'est le cas, en tout cas, chez nous? Bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution d'un type, c'est sur une échelle longue. C'est au minimum, l'unité de temps dans l'évolution, c'est 10 000 ans, minimum. Alors peut-être qu'on peut reparler du problème dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans, quoi. Là, on verra peut-être comment s'est refait le réensauvagement. Mais voir une observation sur 10 ans, 20 ans, c'est ridicule, quoi. Ça n'a aucune signification biologique. D'accord. Et donc, est-ce que l'abeille que l'on connaît, est-ce qu'elle a réellement besoin de nous? Voilà, puisqu'on a on est quand même domestiqué, on a quand même un rapport, voilà, même si j'aime pas trop le mot d'exploitation et que j'aimerais mieux utiliser le mot coopération, on est quand même dans cette approche-là, quand même, de pouvoir en tirer le maximum, comme on fait souvent avec le vivant en tant qu'être humain. Donc, voilà, est-ce que l'abeille qu'on connaît, surtout dans les défis auxquels elle est confrontée actuellement, hein, avec voilà, la dégradation des ressources, le changement climatique, voilà, les pesticides, tout ce qu'on connaît en fait comme défi auquel elle est confrontée. Est-ce qu'elle a encore vraiment besoin de nous ou elle serait vraiment en capacité de résilience et de s'adapter à son milieu? Je pense que dans certains sites particuliers, genre les parcs naturels par exemple, où la main de l'homme est quand même à minima, en tout cas moins prégnante que dans d'autres sites, l'abeille peut parfaitement s'adapter si elle trouve les conditions qui lui permettent de s'adapter. Par exemple, l'idée qu'elle puisse se loger dans des arbres, c'est quelque chose qui chez nous se fait de plus en plus rare parce qu'on n'a pas des arbres vieux. Tu vois, des choses de ce type-là, c'est vraiment des limites. Alors qu'effectivement, quand elle trouve un arbre avec une cavité qui correspond à son besoin, elle va très bien s'adapter. Les 2 colonies férales que j'ai près de mes ruchers, ça fait, dans ce qu'on m'en a témoigné, plus de 20 ans qu'elles sont là et qu'on a l'impression qu'elles sont toujours là. Donc, alors qu'en réalité, il y a un renouvellement, il y a des moments où elles n'occupent pas, ainsi de suite, mais c'est assez passionnant. Mais en tout cas, elles ont trouvé 2 sites qui leur conviennent parfaitement. Donc, j'espère que de temps en temps, ce sont mes essaims qui vont peut-être regarnir ces sites-là. Mais toi, on n'est pas dans l'idée qu'il y a un endroit où elles seront spacées de nous complètement. On est toujours dans cette idée qu'elles sont à la périphérie de notre activité et que ce sont des colonies férales et non pas des colonies sauvages qu'on a. D'accord, je comprends bien, oui. Et donc, pour avancer donc dans la réflexion, ton approche de la santé et du bien-être animal, elle repose sur quelle base? Alors, j'ai essayé de savoir comment on pouvait avoir en permanence des animaux en bonne santé. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a 3 piliers fondamentaux dans l'approche de la santé. L'un qu'on appelle l'homéostasie, l'autre que l'on nomme l'immunité, et le troisième la symbiose. Et on peut, à travers ces 3 approches-là, donc on était sur l'idée que avoir des abeilles en bonne santé,
c'était s'intéresser aux 3 piliers, homéostasie, immunité et symbiose. Ouais. Et dans l'homéostasie, tu peux nous voilà, rappeler ces principes, l'homéostasie, qu'est-ce que c'est que les définitions? tout à fait. L'homéostasie, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent à un individu vivant de maintenir son unité constitutionnelle, donc son plan d'organisation, et fonctionnelle, pour qu'il soit apte à répondre à son plan de constitution. Et dans l'homéostasie, on va commencer par l'eau. Alors, je ne vais pas faire tout le baratin sur l'eau, je vais juste rapporter des points extrêmement précis pour que les gens sachent ce qu'on a voulu dire là-dessus. L'eau, ça sert à l'hydratation du nid, c'est indispensable pour le développement des larves. 2, ça sert à lutter contre la canicule par évaporation. 3, elle a une origine métabolique, il faut mélanger de l'eau aux protéines, par exemple, pour pouvoir les assimiler. À partir de là, moi, la seule recommandation que je peux faire, c'est de dire, comme tout le monde le dit, il faut des abreuvoirs qui soient disponibles pour les abeilles en permanence, mais dans l'eau des abreuvoirs, je conseille d'apporter quelque chose qui me paraît fondamental, c'est-à-dire des éléments supplémentaires, genre oligo-éléments, qu'on peut rajouter, genre homéopathie, et je citerai Calcarea phosphorica en 5CH, qui me paraît être la clé de fonctionnement de l'abeille. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais retenez simplement Calcarea phosphorica. Et puis, je pense que l'eau pourrait être enrichie avec des bactéries pour entretenir un bon microbiote. Et par exemple, le purin d'ortie me paraît être un élément idéal s'il est fait correctement, c'est-à-dire avec des bactéries lactiques. Et on peut faire une fermentation dirigée de l'ortie en mettant par exemple des probiotiques avec des bactéries lactiques. Moi, je me sers d'un produit qui s'appelle le Défiflore, qui est un complexe bactéries lactiques et levure. Et de cette manière-là, on va apporter des germes qui auront un élément, qui seront un élément fondamental pour avoir un microbiote intestinal parfait. Et puis, en même temps, l'ortie va apporter l'élément silice, qui est un élément aussi, qui est un des fondements de l'immunité de l'abeille. Donc voilà ce que je voulais simplement signaler à propos de l'eau. D'accord. Et est-ce que, par exemple, l'apport de ferments lactiques, par exemple, sous forme de kombucha ou de kéfir, peut avoir aussi une utilité, selon toi, ou pas? C'est parfait. Soit on les amène comme ça, soit on les amène avec un support type ortie fraîche qui vont leur permettre de se développer sur ce support-là. Donc, on est bien là dans les choses qui permettent de donner un sens à l'eau qu'on va apporter. D'accord. Le principe, c'est l'eau, l'homéostasie, donc ce que tu viens d'expliquer. Oui, c'est un premier point. Le deuxième point dans l'homéostasie, c'est l'alimentation, les besoins en sucre et les besoins en protéines. Sur le premier point, avant d'aborder des petits détails, je dirais que le point fondamental, c'est d'évaluer la ressource botanique de l'endroit où on implante les ruches. Par exemple, je montre ici, je ne sais pas si ça se voit, mais quand j'ai implanté mon rucher, j'ai commencé par faire des cercles sur une carte et j'ai fait l'inventaire botanique de l'implantation de mon rucher. C'est fondamental parce que les erreurs que font les amateurs le plus souvent, c'est tout simplement, ils ont commencé avec une ruche et puis ça marche bien, puis 2, puis 5, puis 10, mais ils sont dans un système où normalement ils ont de la ressource que pour 2 ruches, par exemple. Et ça, il faut avoir cette sagesse-là de limiter son effectif quand on ne transhume pas. C'est un point important. Le deuxième point, c'est l'idée qu'il faut en permanence enrichir le milieu dans lequel on se trouve. Et par exemple, je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais par exemple ici, tu as l'exemple, j'ai fait un semis de mimosa parce que je trouve que pour notre région ici, même l'Auvergne en basse altitude, le mimosa est probablement l'arbre de demain parce que c'est une source formidable de pollen et de nectar en début de saison et que c'est un arbre méditerranéen, c'est un arbre qui supporte bien la sécheresse. Je rêve d'avoir, je suis sur les bords de l'Allier et je rêve d'avoir sur les bords de l'Allier des forêts de mimosa qui annonceront le printemps en Auvergne. Donc peut-être que dans 20 ans, on aura cette originalité-là. En tout cas, je peux même en montrer encore une deuxième. Voilà, ici, je viens de faire 50 boutures d'abélia. Je le vois ici, voilà, là, ici, et elle dégoûte sur mes feuilles. Mes boutures d'abélia, c'est une petite plante. Abélia, c'est la même racine que abeille. C'est une plante qui fleurit pendant 3 ou 4 mois en été et qui est très visitée par les abeilles. Donc, tu vois, c'est un point important. Enrichir le milieu dans lequel on est, ne pas, j'allais dire, suivre passivement la ressource naturelle. Il faut l'évaluer et l'enrichir. Ensuite, lorsqu'on vient dans le... Oui, j'avais une question par rapport à ce potentiel, en fait, utile de butinage, hein, puisque certains l'appellent comme ça. Selon toi, comment on peut bien évaluer
au fil de la saison son environnement en termes de ressources alimentaires pour en déduire finalement la capacité d'accueil d'un nombre de ruches. Parce que toute la difficulté est là, c'est de pouvoir vraiment connaître son environnement. Quand on est dans une forêt de châtaigniers, j'imagine que pendant la floraison, le nombre de ruches possibles à mettre peut être très important. A contrario, dans certains environnements très, très pauvres, c'est beaucoup plus difficile d'envisager de mettre des ruches de manière importante. Complètement. Si on est en prairie naturelle, par exemple, c'est 2 ruches au kilomètre carré, quoi. Donc, tu vois, c'est pas très compliqué. Si on est sur une forêt de châtaigniers, c'est 50 ruches au kilomètre carré. Donc, il y a des données sur ces aspects-là, un petit peu, ou c'est un peu empirique? Oui, non, on sait à peu près quel est le rendement. Par exemple, si je prends une prairie naturelle, son rendement annuel, c'est à peu près 4 à 5 kilos de miel récolté pour 1 hectare. Mais là-dessus, il faut elle a produit beaucoup plus, puisqu'elle a produit les besoins d'entretien, par exemple, sur la thermorégulation du couvain. Donc, c'est à peu près ça. Si je suis sur 1 hectare de châtaigniers, je peux imaginer que je vais faire une récolte avec 50 ruches qui peut être d'1 tonne de miel. Donc, oui, on a quand même des données qui sont relativement précises aujourd'hui. Donc, c'est à nous de faire cette évaluation-là. Ça, c'est pour ce qui est de la ressource naturelle. Maintenant, il y a la complémentation. Et sur la complémentation, on est loin du compte, hein. Donc, si on aborde le problème des sucres, aujourd'hui, ce que je vois en première ligne de ce qui vient dans la discussion, c'est le prix. Le prix ne devrait pas intervenir dans la discussion sur la qualité des sucres. Et on a tout vu, c'est-à-dire des sucres issus de l'hydrolyse de l'amidon du maïs, avec des maïs qui étaient cultivés avec des néonicotinoïdes, donc une mortalité infernale avec des sucres. On a tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à du sucre de canne bio que j'essaye de travailler pour qu'il y ait quand même une cassure de la molécule. Avec les huiles essentielles que je mets dedans, très vite, on a un abaissement du pH et on a cette inversion qui se fait en 24 ou 48 heures. Donc, attention, il faut réfléchir à la qualité des sucres qu'on va apporter. Pour ce qui est des protéines, c'est encore plus compliqué. Et là, je crois qu'il faut partir de la composition du grain de pollen, parce que peu de gens connaissent la composition du grain de pollen. Alors, on va prendre 5 minutes là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. D'abord, dans un grain de pollen, il y a une enveloppe. Et cette enveloppe, elle est faite d'une partie qui est difficile à digérer, qui fait ce qu'on appelle un effet fibre et qui est un support de développement du microbiote. Et là, dans les substituts qu'on apporte, on n'a jamais cet effet fibre. Donc, on a zappé cette partie-là. Ensuite, à l'extérieur, on a un revêtement lipidique qui est fait d'acides gras insaturés de type oméga 3. Rarement, dans les substituts de pollen, on met des oméga 3. À l'intérieur, j'ai des protéines, c'est-à-dire des grosses molécules avec des acides aminés variés. On sait que par espèce végétale, on n'a pas tous les acides aminés nécessaires, mais on a des protéines. Et on a bêtement dit, on va apporter des protéines. Donc, par exemple, ce que je trouve scandaleux, par exemple, c'est d'apporter du soja micronisé. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que les protéines qui sont dans le grain de pollen, en réalité, dans une phase de la digestion, il y a entrée de l'eau dans le grain de pollen et il y a un phénomène d'hydrolyse. Et ce que le grain de pollen relargue, ce sont des acides aminés et non pas des grosses molécules indigestes. Donc, moi, par exemple, je travaille beaucoup avec la levure de bière, mais je travaille avec un hydrolysat de levure de bière. C'est-à-dire que j'essaye de ramener le plus possible des acides aminés et non pas des protéines. Alors, la levure de bière comme la spiruline, elles ont quand même l'avantage d'avoir, même si ce sont des protéines, à côté des petits éléments que j'ai évoqués dans le grain de pollen, à savoir les oligoéléments, les vitamines groupe B. Et le point que je n'ai pas encore évoqué et qui me paraît fondamental, c'est qu'il y a dans le grain de pollen des polyphénols, donc des antioxydants. Je citerai par exemple la quercétine ou par exemple le resveratrol, qui sont des antioxydants qui vont être des stimulants des fonctions de l'immunité ou des gènes de détoxification. Et ça, c'est important. L'abeille est un animal qui fonctionne en permanence sur des systèmes de stimulation et de répression de ces gènes, donc c'est l'épigénétique. Et donc, il y a plein de petites informations qu'elle reçoit à travers des mécanismes naturels pour pouvoir stimuler telle ou telle fonction. Donc ça, c'est important. Donc, tu vois qu'au bout du compte,
ce qu'on nous déballe en vrac là, comme protéines pour complémenter l'abeille, on est très loin du pollen, quoi. C'est vraiment une caricature de pollen que l'on lui propose. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que quelquefois, on n'ait pas le résultat escompté. Oui. Voilà est-ce que tu penses que suite à la dégradation de l'environnement, les ressources en pollen en termes qualitatifs ont diminué au fil du temps, ce qui nécessite, comme tu le suggères, en fait, une complémentation protéinée avec justement des protéines de qualité diversifiées que peut-être naturellement l'abeille, dans certaines circonstances, ne trouve plus ou n'a plus à sa disposition. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis fondamentalement, pardon, excuse-moi, convaincu qu'aujourd'hui, l'abeille ne peut pas vivre sans notre aide. Donc pourquoi? Parce qu'on a été assez débile pour pouvoir dégrader son environnement et tout simplement quelquefois faire des concentrations de colonies, enfin faire tout ce que tu veux, plus toute la dégradation qui se trouve autour. Donc fondamentalement, on est condamné à aider l'abeille. Donc ça sera peut-être un juste retour des choses que par ce biais-là, et il faut essayer de l'aider le plus discrètement possible. Je veux dire que par là, moi aujourd'hui, ce que j'apporte à mes abeilles, c'est environ 1 kg ou 1,5 kg de sucre par an et à peu près 200 ou 250 grammes de protéines de haute qualité, mais ça ne va pas au-delà. Et je pense que c'est suffisant. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, certains vont jusqu'à extraire le miel des corps de ruche et vont essayer de remplacer 20 kg de miel par 20 kg de sucre, on est débile, quoi. Là, c'est des caricatures qu'on peut voir aujourd'hui. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais ce ne sont pas des exemples. Et quand tu parles de nourrissement au sucre, donc tu as bien précisé que tu procédais à l'inversion des sucres, donc du saccharose en glucose-fructose par l'acidification du milieu, notamment avec les huiles essentielles. Tu peux utiliser, j'imagine, de l'acide acétique sous forme de vinaigre, de cidre, de choses comme ça pour baisser le pH. On pourrait, c'est pas absurde. En gros, une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre, par exemple, par litre de sirop, ça peut être suffisant. En tenant compte un peu du temps, il faudra à peu près entre 24 et 48 heures pour que cette inversion puisse se faire. Elle n'est pas instantanée. Et tu préfères cette solution-là que de donner du miel, par exemple? Ah ben non. Si j'ai du miel, je redonne du miel, quoi. Voilà, donc c'est quand même l'alimentation de base de l'abeille, c'est quand même le nectar, le miel, avant le saccharose, même hydrolysé, quoi. Bien sûr, tout à fait. Maintenant, l'idée qu'on pouvait transmettre certaines maladies par le miel, c'est pas faux, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a une très grande homogénéité dans les ruchers et que de ce fait, si on leur remet leur miel à elles, on n'aggrave pas le problème. Donc ça, c'était une interprétation qu'on a longtemps donnée. Je crois qu'aujourd'hui, on a les moyens de freiner des pathogènes. D'accord. Donc on a vu le premier pilier, donc l'homéostasie. C'est pas fini. C'est pas fini dans l'homéostasie. C'est pas fini l'homéostasie. On a maintenant, dans l'homéostasie, on a vu l'eau, on a vu les protéines et le sucre, et maintenant on voit l'habitat. L'habitat fait partie de l'homéostasie. C'est ce qui me permet justement d'avoir des abeilles qui soient dans des conditions convenables. Alors, dans l'habitat, on peut tout dire. Alors, je suis moi passionné, et je crois que tu l'as prévu, qu'on parle de la ruche basse consommation d'énergie. J'ai lu leur bouquin 2 fois dans la même semaine. Il y a plein d'additions qu'on pourrait faire. Je vais en faire une qui me plaît beaucoup. C'est qu'il est indispensable qu'avec le côté isolation, on ait rajouté l'aluminium, parce que l'aluminium permet de réfléchir l'infrarouge émis par l'abeille et que ce sont ces infrarouges-là qui stimulent les systèmes enzymatiques. Donc, c'est une façon de la stimuler, comme on fait en médecine chinoise, par exemple, des apports d'infrarouge pour rééquilibrer l'énergie. Donc, c'était un petit détail, mais je ne vais peut-être pas faire la critique de plein de solutions, mais je vais donner 2 remarques là-dessus. La première, c'est que les ruches kenyanes, qui ont, d'un point de vue esthétique, semblent agréables, je crois que c'est le pire truc à leur proposer. Parce que c'est impossible à isoler, c'est impossible à gérer, c'est pas adapté à la taille de la colonie, il faudrait vraiment leur apporter 1000 améliorations. Et là, bon, il faut pas rêver, quoi. Donc, se faire plaisir, c'est pas faire plaisir aux abeilles. La deuxième remarque que je fais, c'est que très paradoxalement, avec tout ce qu'on a fait comme travail sur la ruche d'Adam, c'est peut-être celle qui va redevenir la plus adaptée aux abeilles. Donc, alors que j'ai beaucoup aimé la ruche varée, ainsi de suite, en tout cas les divisibles de toute la forme, je crois que si on sait bien
aménager correctement la dent, elle va revenir au goût du jour. Moi, ça me plaît bien parce que je suis équipé d'un tas de dents que j'ai depuis 30 ans et j'ai pas envie de m'en défaire. Donc, je vais les améliorer. Mais qu'est-ce qui te fait dire que, excuse-moi, qu'est-ce qui te fait dire que vraiment la dent serait la plus adaptée? Parce que certains considèrent que le volume est beaucoup trop grand, que à l'état naturel, à la taille de la grappe serait plus adaptée à des volumes plus petits, voire même plus verticaux. Quel est ton regard que tu portes sur l'habitat justement et quels sont les éléments qui te font dire que un volume cubique comme celle de la dent, par exemple, serait mieux adapté? Je suis vers l'idée que je me dirige là, et c'est ce que je fais, vers de la dent 8 cadres, puisque j'ai 2 partitions chaudes de chaque côté. Je ne suis plus que sur de la 8 cadres. C'est l'idée, et ça, c'est seulement depuis 2 ans que je m'y mets, de renoncer au plateau grillagé. Je crois que là, on s'est bien fourvoyé et que on a quelque chose là à ramener. Donc, je suis en train de voir comment je fais maintenant pour glisser sur mes plateaux Nico une feuille d'aluminium qui soit isolante et aluminium sans perturber les abeilles. Et je pense qu'elles seront très contentes de marcher sur un truc qui leur fait pas froid aux pattes. Tu vois. Donc, il y a quelque chose à voir. Comme classiquement, ça c'était facile à deviner, il fallait faire l'isolation par le toit. Mais tu vois, ce sont des… excuse-moi de te couper de temps en temps, mais non, mais c'est important. La synchronisation, c'est que là, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. C'est l'aluminium. Tu sais, donc on parle du fait que les abeilles sont sensibles aux champs électromagnétiques. Est-ce que la présence d'aluminium peut perturber à ce niveau-là? Et puis moi, une question vraiment qui me préoccupe et que j'ai pas peur de poser, c'est aussi les résidus de particules d'aluminium qu'on pourrait retrouver. Alors, la deuxième partie de la question est plus facile. Les particules, elles sont, j'allais dire, faiblement diffusées. Donc, la feuille, elle est quand même relativement résistante. Là-dessus, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Par contre, ta question par rapport au champ électromagnétique, elle est intéressante. Et on peut peut-être aborder, là, puisque on est sur le côté de l'habitat, ce que j'ai appelé, moi, le poser des ruches et qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à tout ça. L'abeille est un insecte très électromagnétique. Elle est d'abord un insecte, je vais dire tout simplement, en relation avec l'électricité statique. Elle se charge positivement en faisant bouger ses ailes avant l'envol. Et le fait qu'elle soit chargée positivement fait que quand elle arrive sur une fleur qui est chargée négativement, simultanément, le pollen va venir s'accrocher sur l'abeille. La récolte du pollen est une récolte passive. C'est ensuite seulement qu'elle va organiser la pelote de pollen. L'autre point, et j'aime beaucoup à le signaler, c'est qu'il y a entre les doigts, entre les griffes de l'abeille, une petite languette qu'on appelle l'amprolium, qui fait que lorsqu'elle arrive dans la ruche, elle va se décharger de son électricité positive. Et là, la question que je me pose, quelle est l'influence de cette électricité positive sur le développement du couvain? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de réponse pour le moment. Le deuxième, toujours autre remarque par rapport à cette électricité statique, c'est qu'il faut qu'il y ait une cuticule en très bon état, et ce n'est pas toujours le cas parce que l'usage des acides organiques fait qu'on a des érosions de la cuticule. Donc, on a une gêne à la production de cette électricité statique. Il ne faut pas le perdre de vue. Je suis plutôt pour les acides organiques, mais en usage très limité. Donc, il y a chaque fois, quand on va traiter le varroa, une limite à ce qu'on fait. Le deuxième point, c'est que c'est un insecte très magnétique. Il y a des cristaux de magnétite qui sont disséminés dans le corps de l'abeille et qui lui permettent de se repérer. Et à partir de là, quand je vois la monstruosité des aimants qu'on a posés sur les ruches, j'ai fait un petit calcul. Au cœur de la ruche, on a un champ magnétique qui est 20 000 fois le seuil de détection de sensibilité de l'abeille. C'est débile, quoi. Imagine la reine qui est là toute l'année entre 2 aimants. Je veux dire, elle doit certainement avoir très mal à la tête, quoi. Donc, c'est débile ce qu'on a fait là avec les aimants. Ensuite, il y a cette idée que toutes les ondes électromagnétiques qu'on produit vont être très nocives pour l'abeille. Alors, première recommandation très simple, fermez votre portable lorsque vous allez dans le rucher. Ça, on l'a dit, on le redit, on recommence. Faites attention à ne pas implanter des ruchers près des lignes à haute tension parce qu'il y a un champ électromagnétique fort à ce niveau-là. Et
également, si vous pouvez, si vous avez cette sensibilité-là, prenez en compte le champ électromagnétique naturel. Et les ondes électromagnétiques qui circulent à la surface de la Terre ne le font pas d'une manière anarchique. Elles suivent des directions particulières, ce qu'on appelle des réseaux. Il y a différents types de réseaux, réseau sacré, réseau orthogonal. Et celui que je préfère, c'est le réseau de Hartmann. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui aujourd'hui capte les pollutions électromagnétiques qu'on produit. C'est une sorte d'égout. Et donc, poser des ruches sur ces zones-là, soit sur les bandes, soit sur les croisements qu'on appelle les zones géopathogènes, les fameux points H, il faut essayer, si on peut, quand on a un rucher, prendre le temps. Tout le monde est capable de le faire. Il faut simplement être initié et repérer les zones où on ne doit pas poser des ruches. Donc, j'ai fait un petit complément sur cette très grande sensibilité électromagnétique de l'abeille, comme elle a également une très grande sensibilité olfactive. Tout ça, ça se passe dans les antennes. Et je me sers très souvent du vocabulaire olfactif pour communiquer avec les abeilles. Peut-être qu'on pourra y revenir. J'avais une petite question. Est-ce que, hormis les baguettes de sourcier, par exemple, voilà, méthode qui permet d'appréhender justement ce réseau de Hartmann et ces croisements énergétiques, est-ce qu'il y a des outils techniques maintenant qui existent, qui permettraient de le détecter pour ceux qui n'ont pas cette sensibilité, on va dire, à pouvoir utiliser, par exemple, la baguette de sourcier pour pouvoir détecter ces zones? Tout le monde est capable de le faire. Simplement, il faut être initié. C'est-à-dire qu'il faut faire une formation, et on en a pour 1 heure à peu près, pour qu'on fasse passer aux stagiaires une sorte de mémoire du corps qui lui permettra ensuite d'être à l'aise dans tous les cas de figure. Donc, si tu veux, je pense que je leur recommande. Alors, s'ils veulent un peu d'informations, ils vont dans Abeilles en liberté. J'ai fait un article sur le poser des ruches. Donc, ils peuvent s'amuser là-dessus. J'ai même fait un topo sur comment orienter les planches pour construire une ruche. Parce qu'il y a aussi… Oui, il y a des personnes qui ont travaillé là-dessus, en tout cas, qui prennent en compte cet aspect-là. Donc, j'aimerais revenir sur l'homéostasie, hein, donc un des 3 piliers. Donc, on a parlé de l'eau, des protéines, de la qualité des sucres, de l'habitat. Oui. Est-ce qu'il y a encore on a à peu près fait le tour de l'homéostasie? On a à peu près fait le tour du problème. On va passer au 2e pilier, c'est-à-dire l'immunité. L'immunité, d'accord. Alors, l'immunité, elle est constituée chez la ruche de quelque chose de très original, de l'immunité individuelle, ce qui se retrouve dans toutes les autres espèces. Et l'originalité, il y a une immunité sociale sur laquelle je vais revenir. Dans l'immunité individuelle, on a ce que l'on appelle l'immunité de barrière. Et là, c'est tout le rôle de la cuticule, d'où la mise en garde que j'ai faite par rapport à l'excès d'usage des acides organiques. Également, l'idée qu'on peut avoir à certains moments une surpopulation dans une ruche qui fait qu'il y aura des frottements entre les abeilles et des petites érosions par lesquelles les virus vont rentrer très facilement. Il faut 10 000 fois moins de virus par ces petites érosions cuticulaires que par trophalaxie, c'est-à-dire l'échange par voie buccale. Donc, la moindre petite éraflure au niveau de la cuticule, c'est une porte d'entrée majeure pour les virus. J'y reviendrai là-dessus. Moi, j'ai fait les frais de ça, par exemple. Si on fait le retrait brutal de 3 os sur une ruche, on va compresser complètement la population. Et moi, j'ai vu des effondrements par des attaques virales juste derrière, parce qu'il y avait eu ces micro-érosions qui étaient faites par la surpopulation momentanée qu'on avait imposée. Voilà un truc con que avec, pour rappeler, une charge virale et une charge bactérienne qui est omniprésente dans la colonie. Sur lequel on va venir, forcément. Oui, oui, on reviendra évidemment dans le cours de la discussion sur ce travail-là, oui. Alors, donc, j'ai fait l'immunité de barrière en faisant cette petite aparté sur les acides organiques. Le 2e point, c'est que, justement, en ayant regardé toutes les espèces animales, je me suis rendu compte, et végétales, que la première réaction d'un individu agressé par un pathogène, c'est de déverser sur le pathogène un flot de molécules dérivées de l'oxygène, qui sont ce qu'on appelle le stress oxydant. C'est pareil pour la tomate attaquée par le mildiou, c'est pareil pour n'importe quel mammifère attaqué par une bactérie, par exemple, et c'est le cas de l'abeille quand elle est attaquée par des virus. Cette phase-là, elle est la plus maltraitée dans les publications que l'on a. C'est un flou total.
alors on parle de la mélanisation, on parle de la phagocytose, tout ça, ce sont des étapes de stress oxydant. Et on préfère parler de deux choses. L'étape suivante, qui est l'étape du peptide antimicrobien, c'est-à-dire du rôle des corps gras et de la libération de ces molécules qui sont surtout plus antibactériennes qu'antivirales. Et puis le must du must, alors là on ne parle que de ça, l'ARN interférent, qui est comment l'abeille est capable de bloquer l'ARN du virus et en gros de le feinter, de l'empêcher de se reproduire à l'intérieur de ces cellules. Sauf que ce que l'on a oublié, c'est que ce soit les peptides antimicrobiens ou l'ARN interférent, ce sont des étapes ultérieures, plus, j'allais dire, dans le temps décalées, et qu'elles ne sont possibles que si la première étape est efficace. Et que si je prends le cas de l'ARN interférent, par exemple, qui fascine tout le monde est en train de dire on va faire des vaccins contre les virus, ça va être merveilleux. Pourquoi pas? Sauf que pour qu'une abeille s'adapte à un virus, il lui faut, j'allais dire, plusieurs générations d'abeilles, donc plusieurs saisons, pourquoi pas. Mais quand elle a, comme je le trouve aujourd'hui, 8 ou 10 virus différents, elle est incapable de faire des ARN interférents pour les 8 ou 10 virus. Donc, ce mécanisme très sophistiqué, remarquable, il est dans un contexte, j'allais dire, de contamination limitée et il est inadapté à ce qu'on va trouver. Et on va y venir tout à l'heure, au niveau de portage des abeilles. Donc, aujourd'hui, moi, je me suis cantonné dans mes interventions sur l'abeille à la première phase, c'est-à-dire celle du stress oxydant, qui est une phase où l'abeille est très efficace, elle tue le pathogène, le virus en l'occurrence, sauf qu'elle est très délétère, c'est-à-dire qu'il y a des effets secondaires. Et tout notre rôle dans cette phase-là, c'est d'éviter en gros que l'abeille n'utilise des mécanismes qui se retournent contre elle. Elle doit pouvoir être efficace sans avoir de phénomène délétère. Donc c'est un truc très simple. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est quoi ces phénomènes délétères dont tu parles? C'est qu'elle va produire énormément de substances oxygénées qui vont taper dans tous les sens, y compris sur le tissu sain, et vont entraîner des lésions à ce niveau-là. Par exemple, si je prends le cas de la muqueuse intestinale qui se défend contre nos émas, elle produit énormément de monoxyde d'azote qui est très oxydant, mais en même temps, elle bousille des cellules intestinales. Tu vois, c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Et si on donne à l'abeille des capacités à bloquer ce stress oxydant, à faire en sorte qu'il ne serve qu'à détruire les pathogènes, eh bien, on a une étape initiale qui va déterminer les succès des autres, mais une étape initiale qui ne sera pas délétère. Voilà, on va y revenir tout à l'heure sur le portage des pathogènes. La deuxième type d'immunité, c'est l'immunité collective. Alors, je vais en dire juste deux mots rapidement. Le premier, c'est le rôle fondamental de la propolis, qui est un élément qui va produire dans la ruche une ambiance microbienne à bas niveau, donc qui va permettre à l'abeille d'économiser son immunité et réserver son énergie pour autre chose, par exemple le travail, la détoxification, et pas seulement sur l'immunité. Donc c'est une formidable économie qu'est la propolis. Donc arrêtez, je vois tout le monde qui vient faire le ménage là, et on gratte les têtes de cadre et on enlève la propolis. C'est débile, c'est débile. Laissez bien la propolis là où elle est fondamentale. Et puis le deuxième point sur lequel je vais insister pour l'immunité collective, c'est le comportement hygiénique. Le comportement hygiénique, eh bien, on a montré que lorsqu'il y a beaucoup de virus, il disparaît complètement. Donc, la sélection qu'on a fait, elle ne sert à rien. Et donc, je trouve très drôle aujourd'hui qu'on fasse de la sélection avec des animaux porteurs de virus comme ils le sont, qui sont en gros des polyhandicapés. Et inversement, si on a la chance d'éliminer ces virus, on voit spontanément apparaître plein de comportements, dont le comportement hygiénique. Moi, je prétends que presque toutes les abeilles ont ce comportement-là, à condition qu'elles ne soient pas encombrées par des virus. Donc, tu vois, c'est un raisonnement qui est un peu à rebrousse-poil avec tout ce qu'on nous raconte sur la sélection. Et puis, le dernier point, toujours par rapport à l'immunité collective, l'essaimage est un moyen merveilleux de contrôle partiel de la population de varroa, et je ne comprends pas qu'on cherche à faire des souches qui ne soient pas essaimeuses. C'est aller à contre-courant des moyens qu'a l'abeille de se défendre. Bah c'est pour des raisons purement économiques qu'on essaie de contrôler l'essaimage, d'accord? Complètement. Alors, on ne peut pas terminer l'immunité sans dire quelques mots du varroa, parce que je crois qu'on a accumulé toutes les bêtises possibles. Alors là, vraiment, elles se sont empilées.
Par Bon. exemple, l'idée qu'il faut à tout prix éliminer le varroa, pourquoi pas diminuer sa population, mais l'idée qu'il faut se fixer ces fameux 50 varrois résiduels de fin de saison, sinon ça va être foutu pour la saison suivante, c'est débile. Vraiment me Oui, permettre de dire à tout le monde, c'est débile ce genre de choses. oui. Parce que, Maintenant, on a aussi évolué, si tu veux, avec les expérimentations qui ont été faites notamment par des ADA et l'ITSAP sur des notions plus de X varrois phorétiques, tu sais, varrois résiduels, si tu veux, sur 100 abeilles. Donc, la notion de 50 abeilles, 50 varrois, un peu a changé pour d'autres notions, avec d'autres mesures. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que voilà, on cherche toujours à avoir 0 varrois en démarrage de saison, avec ces objectifs de 0, alors même que peut-être on ne permet pas à l'abeille, avec cette approche-là, de trouver aussi ses propres mécanismes de défense. attends, quand je vois que les ADA viennent de publier le résultat des 3 fumigations acide oxalique pendant l'hiver, et qu'ils disent c'est pas mal, mais il faut peut-être en envisager 5. Mais où est-ce qu'on va? Mais c'est un scandale ce truc-là. Donc tu vois, donc on n'a quand même pas tout perdu, et on garde toujours en vue l'idée que le varroa c'est vraiment un individu qu'il faut absolument supprimer. Non, il faut le maintenir dans certaines limites. Et je me rends compte, et c'est là où c'est très important, c'est que le travail que je fais sur les pathogènes, en particulier les virus transmis par varroa, font qu'il y a une tolérance au varroa qui est extraordinaire. Et ça change complètement c'est ce point de vue qu'on avait qu'il fallait Ouais. absolument le réduire à 0. Donc je n'encourage pas à ne rien faire. Je dis qu'il faut vraiment veiller en permanence à la pression faite par varroa. Et quand on a diminué varroa, eh bien on n'a pas du tout réglé le problème des virus qu'il a transmis. On a fait Mmh. la moitié du travail, exactement la moitié. Et ce à quoi on va venir tout à l'heure, c'est l'idée que chaque année, l'intervention en fin d'été sur la population de varroa doit être systématiquement suivie de l'intervention sur les virus qu'il a transmis. Sinon, on a tout Ok. faux. Donc, Et j'en profite pour te poser la question de ceux qui considèrent que le fait de traiter varroa empêche en fait empêche l'abeille de trouver ses propres mécanismes de résistance. Et donc certains ont fait l'expérience, par exemple, d'arrêter de traiter contre varroa, ont perdu de nombreuses colonies pendant un certain temps, et les colonies dites résistantes finalement retrouvent une forme de stabilité, de cohabitation avec varroa, avec le constat aussi qu'elles sont moins productives en termes de miel, mais avec une capacité quand même de cohabitation avec la varroa qui semble périn. Qu'est-ce que tu en penses, toi? mais j'approuve totalement. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup de courage parce qu'on perd en règle générale à peu près 80% de la population dans la première année. Et puis après, ça s'estompe progressivement sur 3 ou 4 ans, quoi. Mais il faut également accepter moins de production. Mais tout ça, sont des choix courageux. On peut pas. Ils sont cohérents. Ils sont cohérents et en cohérence avec les règles de la biologie. Après, chacun assume ce qu'il veut et prend le risque qu'il veut, quoi. Je peux pas, on va pas proposer ça à un professionnel qui a 600 ruches qui va nous voir arriver en disant Ouais, ouais. on se calme, hein, tu vois. Mais tu penses que le mécanisme auquel tu fais référence est le même dans le cadre de justement de laisser faire l'abeille, notamment par rapport à la charge virale? Est-ce que c'est la charge virale qui tue les abeilles, mais que malgré tout, il y a des effectifs qui sont capables d'avoir moins de charge virale et donc finalement d'être en meilleure capacité de cohabiter avec varroa? On y vient là, si on veut. Quand on regarde comment fonctionnent les pesticides, varroa, les virus, Nosema ceranae par exemple, on voit que l'information qu'ils donnent est toujours perçue par un noyau qui est le même pour tout le monde, qui s'appelle le facteur nucléaire, le NF-kappa-B, qui se trouve dans le cytoplasme, qui va se trouver sollicité par ces stresseurs et qui va envoyer au noyau un message pour qu'il y ait une modification dans l'activité des gènes qui vont dicter la réaction de l'abeille. Des gènes qui vont être inhibés, d'autres qui vont être stimulés. Et il y a un immense foutoir qui fait qu'on n'a jamais su jusqu'à maintenant départager qui fait quoi. On a dit toujours l'effondrement des colonies, c'est des pesticides, des ceci, des cela. Donc il y a cette ligne-là. Pourquoi? Parce qu'ils passent tous par les mêmes voies de signalisation et les mêmes conséquences. Mais aujourd'hui, on voit apparaître des publications qui disent, au bout du compte, parmi tous les stresseurs, celui qui a le dernier mot, c'est le virus. Ce sont les virus qui sont l'élément dominant de
j'allais dire, de la claque infligée à l'abeille. Donc, moi, je dis, par rapport au varroa, vous faites l'expérience que vous voulez, mais je crois qu'il va être très difficile de se dispenser de l'approche du virus. Mais faire une approche antivirale, on y arrive assez vite et assez bien. Là, aujourd'hui, tout démontre que vraiment, d'un portage qui est un portage à risque, on arrive à un portage qui est insignifiant et sans risque. Donc, moi, je suis très optimiste là, hein, dans ce qu'on Oui, vient d'observer. on parlera justement des solutions que tu as mises en place avec Solunature, voilà, à la fin de notre intervention. Si tu veux bien, on peut continuer là sur les 3 piliers. Donc, on a vu le premier, l'homéostasie, l'immunité. Tu as fini sur l'immunité ou il y a d'autres aspects encore? Oui, à peu près. Tout ce que je voulais dire, c'était un peu ça, quoi. C'était l'idée qu'il ne faut pas se tromper. Le point fondamental, c'est permettre à l'abeille de développer son immunité individuelle qui passe toujours par le stress oxydant sur le pathogène et le faire sans dégâts pour elle. Et là, c'est l'aider à construire des systèmes antioxydants qui s'appellent les SOD, la glutathion-peroxydase. Enfin, il y a plein de systèmes enzymatiques qui dépendent étroitement des oligoéléments qui sont apportés par le pollen. Donc on revient. Et chaque espèce végétale contient un oligoélément dominant. Si je prends les crucifères, c'est le sélénium. Si je prends les graminées, c'est le zinc. Et donc, d'où on retrouve des choses qu'on constate et qui nous sont enseignées tous les jours, c'est l'idée qu'il faut une très grande diversité dans les sources de pollen. Pourquoi? Parce qu'on aura une grande diversité d'oligoéléments derrière. Ouais, donc, on y est toujours sur une histoire de biodiversité. C'est tellement un truc banal que on ne s'arrête pas là, alors qu'en réalité, derrière, ça implique énormément de choses. Alors, on arrive au 3e pilier, la symbiose. La symbiose, c'est l'idée de dire quand 2 organismes s'unissent, c'est à des fins de bénéfices réciproques. Et par exemple, on montre aujourd'hui que les microbiotes que l'on abrite vont prendre une petite partie de notre alimentation et vont la restituer par plein d'effets bénéfiques pour nous, qui sont des actions sur le système immunitaire, des actions d'occupation tout simplement du tube digestif pour éviter que les pathogènes ne viennent l'envahir. Donc, on a ici plein d'effets positifs du microbiote. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'on a aujourd'hui pas mal de déviance au niveau du microbiote. D'abord par tout simplement les pesticides qui sont balancés là, qui ont des effets, et en particulier les antifongiques. Parce que le microbiote, c'est à la fois des bactéries et des levures. Et les levures sont sensibles aux antifongiques. D'où ce qu'on commence à comprendre pourquoi les antifongiques sont aussi néfastes, alors qu'on aurait pensé qu'il n'y avait que les néonicotinoïdes ou en gros les insecticides qui étaient néfastes. Non, les antifongiques le sont aussi. L'idée aussi que quand on sait mal adapter une population d'abeilles au volume qu'on lui propose, elle n'occupe pas l'intégralité des cadres et on a dans les angles des pathogènes qui se développent. Voilà, parce qu'elle n'arrive pas à tout occuper, elle n'arrive pas à faire le ménage partout. Et donc, ces fameux angles-là, les bas des cadres-là, c'est quelque chose qui va développer toute une flore qui va être négative pour l'abeille. Et c'est comme ça qu'on aura des déviances ensuite derrière. D'où l'importance en mise en hivernage de la pratique de resserrer en fait, et par exemple de resserrer la grappe entre 2 partitions, par exemple, pour éviter que ces moisissures puissent se développer sur les cadres. Tout à fait, c'est vraiment fondamental. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus. D'où l'idée de l'isolation thermique, le rôle de la propolis, qui est vraiment un rôle assainissant du milieu. Voilà. Et j'ai souligné l'idée aussi que dans l'eau des abreuvoirs, on pouvait apporter du kéfir, du kombucha, des bactéries lactiques. Ça aussi, c'est important. Ça participe à l'équilibre. Aujourd'hui, on a un peu de mal. J'ai fait toutes les espèces animales, depuis l'escargot, sur sa flore intestinale, en passant par l'agneau, le chevreau, le veau, tout ce que tu veux. Et le dernier point où je bute le plus, c'est l'abeille, parce que elle a quand même un peu un métabolisme, une relation, par exemple. Il n'y a pas de poumon sur l'abeille, pourtant elle respire. Donc, son contact avec l'air n'est pas le même. Et du coup, au niveau du tube digestif, où les mammifères, les oiseaux sont plutôt dans des milieux anaérobies,
on est quand même dans le milieu intestinal de l'abeille, dans un milieu beaucoup plus aérobie, ce qui fait qu'on est un peu déphasé, on n'arrive pas à cerner ce qui peut être le plus bénéfique parce que on dispose surtout de bactéries anaérobies, de bactéries lactiques, le kéfir, le kombucha. Ce sont des bactéries anaérobies. Heureusement, elles sont aérobies facultatives, donc elles ont quand même un effet bénéfique, mais ça pourrait être mieux que ça. Donc c'est pour ça qu'on a pris autant de retard pour travailler le microbiote des abeilles. Portage des pathogènes. On a parlé des 3 piliers. Donc, oui, donc en fait, tu préconises, là, comme on l'a vu jusqu'à présent, en fait, l'apport d'oligoéléments, l'apport de protéines de qualité, de sucre de qualité pour pallier aux carences éventuelles de la colonie, ou voire même, je dirais même qu'elle est peut-être même carencée en permanence finalement, peut-être à des rares exceptions dans certains milieux. Donc, ça pose pour moi la question vraiment de la complémentation alimentaire. On parlait tout à l'heure du bien-être animal, lui apporter des ressources, et donc on en arrive à une situation qui est un petit peu, en tout cas, qui pourrait questionner en fait sur le fait on complémente finalement systématiquement les abeilles comme étant un organisme qui a besoin finalement d'être soutenu dans un contexte qui est le nôtre. Et ça pose la question aussi du regard du consommateur, qui a toujours un regard toujours un peu idéalisé de l'abeille dans un environnement où elle survit toute seule, sans aide, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux apporter des éléments vraiment sur le bien-être, puisque c'est quand même ça aussi qui nous interpelle dans le cadre de cet événement, la santé de l'animal et le bien-être de l'animal, en relation évidemment avec cette complémentation, quoi. Ben, si tu veux, si on voulait être réaliste, je vais dire qu'aujourd'hui, il faudrait diviser l'effectif des ruches qui sont sur notre territoire à peu près par 100. Voilà. Là, à ce moment-là, on arriverait certainement à plus d'autonomie et pas d'aide aujourd'hui. Mais les conditions environnementales se sont tellement dégradées qu'on a une complémentation qui est possible. Et très paradoxalement, on a aujourd'hui des difficultés pour les apiculteurs en bio, par exemple, de savoir où se trouve la limite de leur intervention. Donc, ça nous pose énormément de problèmes. Toutes les méthodes que j'ai mises en place, par exemple, aujourd'hui, butent sur le fait que les oligoéléments dans le cahier des charges de la bio sont admis sous certaines formes dans toutes les espèces animales, mais qu'on n'a pas fait de réflexion sur l'abeille par dogmatisme, alors qu'en réalité, c'est fondamental pour elle. Donc, on est en train de pénaliser les éleveurs bio parce qu'il n'y a pas eu d'actualisation de leur cahier des charges. Et c'est effectivement, du point de vue du consommateur, un peu incompréhensible en disant « Ah oui, même les bio, ils sont obligés de complémenter. Oui, je suis désolé, mais il y a une telle dégradation de l'environnement qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en dispenser. » Oui, donc ça, c'est ta conviction profonde que pour soutenir l'abeille face en fait aux défis auxquels elle est confrontée actuellement, cette complémentation, elle est vraiment nécessaire pour qu'elle puisse exprimer pleinement tous ces mécanismes dont on vient de parler, c'est-à-dire d'immunité, de symbiose. Et, si on veut récolter du miel. Maintenant, moi, le pire des moments dans l'apiculture, pour moi, c'est la récolte du miel. J'ai horreur de ça et de l'extraction qui suit derrière. Donc, je peux très bien m'en dispenser, et auquel cas, je n'aurai pas autant d'interventions à faire sur mes abeilles. Voilà. Donc, à nous de faire des choix. Si on dit, en les aidant, je fais 20 kilos de miel par ruche, et sans les aider, je ne ferai plus que 5 kilos, c'est un choix qui est tout à fait respectable. Voilà. Peut-être qu'on a des réponses chez Déméter, un peu en particulier. Et avant de passer justement à cet aspect, donc portage des pathogènes, en tout cas solution pour faire face en fait à la dissémination des pathogènes dans l'abeille. Souvent, on parle dans certains courants de l'apiculture de la rusticité de certaines sous-espèces d'abeilles. Je pense par exemple à Apis mellifera mellifera, l'abeille noire qui est endémique à l'Europe. Et certains, à travers des conservatoires, souhaiteraient en fait sa préservation, sa conservation, au nom de son évolution et de son adaptation au milieu depuis des millénaires, des millionnaires peut-être, je ne sais pas, des millions d'années. Qu'est-ce que tu penses de cette rusticité en fait de l'abeille? Et est-ce que tu penses que réellement dans le contexte qui est le nôtre, avec la polyandrie, avec le turnover qu'il y a sur les reines en permanence en fait chez les apiculteurs, que ce soit par des élevages, que ce soit par les fécondations naturelles, on a quand même un brassage, on va dire, de la génétique qui est très important.
Est-ce que tu penses que cette rusticité, elle existe vraiment, comme on le voit finalement dans des élevages, hein, où on revient à des races anciennes, considérant que les races anciennes ont des capacités meilleures à s'adapter? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet aspect-là, de la rusticité de l'abeille noire? J'ai à peu près la moitié de mes effectifs en abeilles noires, issus de conservatoires. Donc, ça veut dire que je suis très sensible à cette approche-là. Ensuite, entre ce qu'était l'environnement au début du 19e siècle et ce qu'il est aujourd'hui, on est dans deux mondes différents, mais vraiment radicalement différents. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir aujourd'hui montrer une différence avec de la buckfast, par exemple? J'en suis pas sûr, hein, parce que c'est tellement un handicap énorme et on l'a tellement, elle aussi, polluée avec des pathogènes, en particulier des virus, qu'elle a beaucoup perdu de sa superbe. Donc, peut-être qu'on peut essayer de retrouver ce qu'elle était. Mais entre l'abeille noire du début du 19e et l'abeille noire d'aujourd'hui, ce sont deux mondes différents. Ce n'est pas la peine de les comparer. On est dans des conditions environnementales différentes et on est avec des abeilles qui ne portent pas les mêmes pathogènes. Au début du 19e, il y avait des ruches, une ruche par ferme, par exemple, qui était en équilibre avec son milieu. En règle générale, elle pouvait avoir un ou deux virus. Aujourd'hui, la moindre approche que je fais sur n'importe quel rucher, elle me sature mon kit de détection. C'est-à-dire qu'elles vont avoir jusqu'à 8 virus différents. Je pense que si j'en mettais 15, j'en trouverais 15. Donc, c'est fondamentalement différent. Et tout ça par nos histoires de mondialisation des échanges. On a acheté des abeilles partout. Et chaque fois qu'on fait rentrer des abeilles qui viennent d'Amérique du Sud ou du nord de l'Europe, elles viennent avec leurs virus qui vont s'empiler les uns derrière les autres chaque fois qu'on fait une introduction nouvelle. Donc, c'est pas la peine. Je ne peux pas comparer et je pense que notre discussion, elle est stérile. Elle peut pas aboutir. On compare deux choses différentes. On compare une voiture à un avion. Ok. Et par rapport à la sélection chez l'abeille, hein, on trouve la sélection dans le végétal, dans l'animal depuis très longtemps. Comment tu considères la sélection chez l'abeille, voilà, en termes de, voilà, toujours en rapport avec cette coopération avec l'abeille, le fait de sélectionner des critères qui nous intéressent pour finalement nos propres critères à nous, est-ce que c'est pas aller à l'opposé quelque part de cette capacité d'adaptation, de cette forme de sélection naturelle que certains préconisent? Alors, il y a deux aspects là dans ce qu'on est en train de dire. Le premier, est-ce qu'il y a des choix à faire dans la sélection? Je dis que la sélection qu'on fait aujourd'hui ne respecte pas l'abeille. Ça, c'est clair, hein. Supprimer l'essaimage, ceci, cela, ça ne respecte pas l'abeille. Donc, on a tout faux là-dessus. Le deuxième point, où on a aussi tout faux, c'est qu'on veut sélectionner des abeilles qui sont des polyhandicapés. Quand je prends un virus qui rentre dans une cellule, c'est un parasite obligatoire. Il va, avec son ARN, se substituer à l'ARN messager de la cellule hôte et il va monopoliser pour son propre compte des outils de la cellule, en particulier les ribosomes. Et il va faire ses protéines à lui. Donc, il a privé la cellule d'une partie de son outil. Quand j'ai non pas un virus, mais que j'ai, par exemple, aujourd'hui, on atteint à peu près 10 puissance 10 virus par abeille. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à, en gros, 100 000 millions d'unités virales par abeille. Et quand en plus j'ai 8 ou 10 virus différents qui vont monopoliser des outils différents, je dis aujourd'hui, on n'a que des polyhandicapés et on veut faire de la sélection à partir de ça. Non, attendez, il faut revoir les choses, comme il faut revoir aussi, par exemple, quelque chose qui est fondamental, c'est que les essais qui sont faits avec des abeilles dont on ne précise jamais quel est leur statut sanitaire, quels sont le portage de pathogènes qu'elles ont. Et on a des résultats qui sont contradictoires, parce qu'une fois chez l'un, on avait des abeilles qui avaient le virus du couvain saxiforme, et dans l'autre cas, on avait des abeilles qui avaient porté le virus de la paralysie chronique. Donc, c'est débile, quoi, notre truc. Jamais dans les autres espèces animales, on prend des animaux qui sont porteurs de pathogènes pour faire une expérimentation. Donc, tu vois, aujourd'hui, où on en est, on est sans arrêt en train de tourner en rond, on est dans une soupe énorme et on ne sait pas par où on va pouvoir s'en sortir. Donc, il faudra essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. D'accord. Et en termes de sélection, avant de parler du portage, rapidement sur la sélection, pour toi, quels seraient les critères à prendre en compte, voilà, tout en respectant cette coopération avec l'abeille et la respecter, ça serait pourquoi, ça serait quoi pour toi, en fait, le travail de sélection?
C'est d'abord une sélection massale de bon sens que chacun peut faire à son niveau en disant, en gros, c'est la souche qui me pose le moins de soucis. Elle marche toute seule, celle-ci. Donc, c'est effectivement derrière des mécanismes de l'immunité qui sont bien rodés, de la résilience, c'est-à-dire qu'elle est autosuffisante, elle peut se nourrir toute seule. Après, j'ajuste mon cursus. Hein. Est-ce que je veux 5 kilos mon curseur, pardon, pas mon cursus, mon curseur. Est-ce que je veux 5 kilos de miel par ruche ou est-ce que j'en veux 25 kilos? Après, on verra quoi, les concessions à faire. Quoi. Mais tout ça est une question de comment l'apiculteur se situe par rapport à ses abeilles tout le temps. Mais il n'y a pas de. Alors évidemment, après, quand on voit les critères de sélection qui sont faits, c'est un vrai délire, quoi. Donc, on comprend bien que derrière, c'est une rentabilité économique à tout crin et qu'il faudra bien, comme on veut forcer la machine à aller au-delà de ses limites, il faut bien comment dire, l'aider. D'où l'idée des complémentations qu'on fait à des niveaux vraiment des fois astronomiques. Quoi. Ok. Et donc voilà, pour conclure un petit peu cet entretien déjà passionnant, voilà, donc tu t'es intéressé par rapport à ces problématiques de virus, en fait, à un kit analytique que tu as développé chez une entreprise qui s'appelle Solunature. Voilà, un kit analytique qui permet de détecter, je crois de mémoire, les 2 nosémas et 8 virus, si je me trompe pas. Et la loc américaine. Et la loc américaine. Et la loc américaine. Et est-ce que tu peux donc nous parler un petit peu de ce kit analytique? Et puis aussi, tu as développé aussi un parcours, je crois, un parcours annuel de santé des abeilles avec les différents compléments alimentaires, on va dire, que tu as mis au point, notamment suite au constat de ce portage des pathogènes. Alors, l'idée est extrêmement simple. Aujourd'hui, on dispose d'énormément de publications qui disent que Nosema ceranae et en particulier les virus créent des troubles au niveau santé sans qu'il y ait de symptômes apparents. Et là, on les accumule. Par exemple, j'en donnais un très simple sur les abeilles d'hiver qui ont une population de Nosema ceranae importante parce qu'elles ont, elles, une durée de vie longue. Donc, le parasite a eu le temps de se développer. Ce parasite va déterminer par sa biologie une fin de sucre de l'abeille. Et l'abeille va avoir un besoin irrépressible d'aller dehors butiner au mois de janvier. Elle va sortir et elle ne reviendra pas, d'où l'idée qu'on va trouver des ruches, par exemple, sans abeilles et avec toutes les provisions. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental, comme on trouve explique également tous les troubles du comportement liés au virus. Donc, il y a un moment où les choses sont bien tolérées et on ne se méfie pas, et puis un moment où ça s'accélère, et comme par hasard, ça s'accélère beaucoup sur les abeilles d'hiver, où là, on a l'âge qui fait que les pathogènes se sont largement développés. Donc, c'était ça l'idée fondamentale. Est-ce qu'on peut, en cours de saison, et en particulier, par exemple, la bonne saison, c'est la fin de l'été, faire un bilan sur le portage qui va nous annoncer ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on aura une catastrophe cet hiver ou pas? Et à partir de là, est-ce que déjà là, on peut réduire le portage des virus? On le fait avec un complexe oligo et huile essentielle. Et là, on voit qu'effectivement, on va le faire baisser. Alors, pour qu'on comprenne bien, je vais prendre un exemple très simple, très concret. Voilà, il y a eu un appel au début à la fin de l'hiver d'un éleveur apiculteur professionnel, 600 ruches. Je trouve que c'est un garçon remarquable qui respecte ses abeilles, il fait pour le mieux, mais il faut qu'il vive avec, et qui a perdu 200 ruches, 200 colonies. Et donc, qui a appelé, on lui a demandé d'envoyer un prélèvement, et qu'est-ce qu'on a trouvé chez lui? Nosema ceranae, de la loc américaine et 7 virus. Donc, un truc épouvantable. Donc, il avait fait ça, un prélèvement sur une ruche qui était en train de mourir avec un très faible effectif. Il a mis en place sur l'ensemble de son effectif le traitement indiqué. Il a donc consenti à faire du nourrissement de stimulation pendant... il a fait 6 passages, un toutes les 48 heures, en mettant dans son sirop de stimulation le complexe qu'on lui avait proposé. Et on a fait, nous, le comptage. Au bout de 2 mois, qu'est-ce qu'on avait? On avait disparu la loc américaine, disparu Nosema ceranae, et plus que 2 virus à un taux très faible. Donc, on était passé radicalement d'une solution qui était avec un risque imminent, qui explique tout à fait les 200 pertes qu'il avait eues, et puis derrière, on a eu une réduction. Mais surtout, ce qui est intéressant,
c'est comment l'effectif a réagi à ce genre d'intervention. Si je prends l'exemple sur lequel il avait fait son prélèvement, qu'est-ce qui s'est passé? Traitement, en gros, on pourrait dire de fin mars jusqu'à mi-avril. Essaimage de cette colonie, donc elle s'est développée, elle a essaimé première quinzaine de mai, avec d'un côté l'essaim qui est parti, avec une reine qui a maintenant 3 ans, qu'il a encagé lui cet été, et sur lequel il a constaté, après l'arrêt de l'encagement, une reprise de ponte tout à fait normale. Donc, il a son essaim avec une vieille reine qui continue à fonctionner. Et de l'autre côté, la jeune reine qui restait, elle lui a fait 5 kilos de miel sur la mielée de printemps et 3 kilos sur la mielée d'été parce qu'il y a eu un problème climatique. Donc, on voit que il est sorti d'une situation qui était une vraie catastrophe. Il m'a dit, c'est ma première saison où je fais autant de miel. Alors, très modestement, on a dit, c'était peut-être parce que c'était une bonne saison. Mais si tu veux, quand tu pars avec 200 mortalités, là, comme ça, tu te dis que si ça continue comme ça, il va plus rester grand-chose, quoi. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut identifier les pathogènes, on peut les réduire, et aujourd'hui, ça me paraît indispensable. Pourquoi? Parce que on est dans une situation sanitaire qui est vraiment, j'allais dire, une honte par rapport aux autres élevages. On a fait de l'importation permanente, des échanges de génétique permanents avec des animaux vivants qui venaient avec leurs pathogènes. On a empilé tout ça, ce qui ne se voit jamais dans les autres élevages. Il y a des polices sanitaires qui font que l'introduction des animaux doit obéir à un certain nombre de règles de détection pour ne pas tout mélanger. Et on n'a rien fait de tout ça en apiculture. Donc, il faut quand même maintenant se réveiller, quoi. Essayer de remettre un peu d'ordre. D'accord. Donc, du coup, cette solution, donc, en quoi, donc, donc, le principe de limiter le portage des pathogènes, il passe par une analyse par ce kit, hein, qui permet de pouvoir détecter la présence ou non des pathogènes et leur quantité, j'imagine, puisqu'on le sait que dans les virus, c'est pas que la présence du virus, c'est surtout la charge virale, en fait, qui est importante. Tout à fait. Tout ça est déterminé. Et suite à ce constat-là, donc, il y a une préconisation d'emploi d'une gamme de produits, on va dire, à base d'oligo-éléments et d'huiles essentielles qui permettent de réduire cette charge virale. Et qui prend en compte les habitudes il y a des commémoratifs dans lesquels on demande à l'apiculteur de savoir s'il a des achats ou de l'auto-élevage, dans lequel on lui demande comment il gère son varroa, dans lequel on voit un certain nombre de pratiques, parce qu'il faut en même temps donner un peu de conseils quand même, parce que s'il continue à accumuler ses erreurs, ben, il faudra sans arrêt qu'il revienne à la charge. Donc, c'est important. Et puis, ça nous permet d'évaluer le traitement initial. Est-ce qu'on va intervenir 3 fois avec une stimulation et le complexe qui est dedans, ou est-ce qu'il faudra d'emblée intervenir 6 fois? Donc, il y a quand même un suivi, une évaluation du risque. Et puis après, ben, je pense que les choses roulent toutes seules. Aujourd'hui, sur le rucher expérimental, je prétends avoir 0% de perte. Donc, c'est pas ça qu'il faut viser. C'est en gros dire qu'on va fluctuer entre 5 et 10% de perte, ce qui n'est loin des 30%, voire 50% qu'on voit souvent. Oui, oui. Et est-ce que tu peux quand même aussi, je pense que c'est bien d'en profiter, d'en parler, c'est que voilà, la solution que tu as mise en place, elle a quand même été primée. Oui, merci. Et donc, est-ce que tu peux parler de ça? Parce que c'est quand même quelque part une forme de garantie quelque part du sérieux de l'étude et en même temps de l'efficacité sur le terrain. Oui. Le jury est un jury de professionnels, donc où il y a beaucoup d'apiculteurs, et sur un grand nombre de candidats, on a été retenu avec félicitations et l'unanimité des membres du jury. Donc, je pense que le dossier était bien fait, qu'il était suffisamment explicite, que la situation est compliquée aujourd'hui et que, j'allais dire, qu'on aurait tort de pas s'intéresser à ce sujet-là, quoi. Et voilà, pour terminer, comment tu vois l'avenir de l'apiculture au regard des défis actuels? On parlait justement de la formation des apiculteurs, hein. Je reviens sur l'éthique apicole et notamment ce respect du bien-être animal et de l'abeille en particulier. Comment tu vois l'apiculture? Comment tu vois la formation des apiculteurs? Voilà, quels sont les points clés sur lesquels toi tu insisterais pour permettre un développement de l'apiculture qui soit plus respectueux de l'abeille? D'abord, je vois que pour les professionnels, l'avenir est sombre. Donc, ils ont tellement de handicaps que ça va être,
c'est pas le genre de métier que je vais conseiller à mes enfants. Donc là-dessus, c'est clair. Maintenant, pour ce qui est de l'apiculture pour les amateurs, je crois qu'il faut vraiment leur enseigner le respect. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Je trouve qu'il est aberrant, dans les ruchers écoles, d'apprendre aux apiculteurs à élever des rennes. L'élevage de rennes est une mauvaise réponse à une bonne question. Donc, on ferait mieux de leur expliquer comment on fait pour que les rennes durent le plus longtemps possible, qu'il y ait un renouvellement naturel, ou peut-être qu'on peut le faire avec des divisions ou des choses comme ça, mais on n'est pas obligé de se lancer. Alors, c'est moi ce qui me tue, quoi. C'est-à-dire que l'apiculteur, ça fait 2 ans qu'il fait de l'apiculture, et en 3e année, il a déjà appris à élever des rennes. Donc, il fait de la reine jetable, donc c'est un truc débile, quoi. Tu vois, c'est donc ces choses-là auxquelles je pense que les ruchers écoles ont une responsabilité, et c'est à eux d'expliquer ce respect de l'abeille, quoi, et pas aller vers des solutions qui sont des solutions totalement artificielles, qui sont, j'allais dire, la réponse à des déviances apportées par la pratique de l'apiculture. Voilà, alors il y a des choses très simples. Éviter d'ouvrir les ruches sans arrêt, ça aussi pareil. C'est une manie des ruchers écoles. Allez voir ce qui se passe dedans, mais qu'on foute notre nez ailleurs, qu'on observe un peu la planche d'envol et qu'on n'aille pas, qu'on leur foute la paix. L'idée d'évaluer la ressource botanique, c'est aussi très important. Je reviens avec ma carte, là, hein, celle que j'ai faite pour un marqué de rucher. Donc, tu vois, l'idée d'enrichir l'environnement, c'est aussi fondamental. Donc, il n'y a pas que la simple manipulation des abeilles, il y a tout ce qui est autour, quoi. C'est une réflexion globale qui est une réflexion sociétale, quoi, en même temps. Et donc, pour conclure notre entretien, et voilà, je te laisse le mot de la fin, et je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à ceux qui vont nous écouter, voilà, tous ceux qui sont à la fois passionnés par le vivant, par l'animal, par l'abeille en particulier pour les apiculteurs, mais pas que. Comment favoriser vraiment ce lien, ce respect avec ce qui nous entoure, et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme peut-être message peut-être philosophique, je sais pas. Je vais leur dire comme une boutade, l'abeille, c'est l'occasion chaque jour d'augmenter nos connaissances, de satisfaire notre curiosité. C'est pour nous éviter Alzheimer, quoi, si tu veux. Hein. C'est tellement puissant, c'est tellement riche que l'abeille a vraiment cristallisé, elle, des tas de problèmes qui ressemblent d'ailleurs à nos problèmes de notre société à nous. Il y a vraiment une analogie. Tous les vices de notre société, on les a transposés à l'abeille. Donc, il faut prendre du recul, prendre son temps et surtout ne pas hésiter à s'enrichir tous les jours, soit en échange entre apiculteurs, soit en consultant. Aujourd'hui, l'accès à la connaissance par Internet est immense. Donc, je leur dis, si vous voulez éviter d'être un jour gâteux, prenez donc des abeilles, ça vous distraira et ça vous obligera à réfléchir. D'accord. Et tu t'attendais pas à cette conclusion-là. Non, mais je vais faire la mienne en disant que déjà, je te remercie chaleureusement pour ce partage à la fois d'expérience et de tes compétences en biologie de l'abeille, parce que c'est vrai que je pense que on néglige souvent dans l'apprentissage de l'apiculture vraiment la biologie approfondie en fait des besoins de l'abeille en termes de physiologie, en termes de ces 3 piliers que je rappelle, hein, sur l'immunité, sur la symbiose et sur l'homéostasie. Et par contre, ce que je retiens, c'est vraiment que le respect de l'abeille aujourd'hui passe aussi par cette complémentation alimentaire qui manque dans l'environnement naturel de l'abeille dans la plupart du temps, et que c'est faire preuve que de respecter l'abeille que de lui apporter une alimentation de qualité. Tu l'as dit tout à l'heure un peu, l'abeille mérite quand même qu'on la surveille, qu'on l'accompagne. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, aujourd'hui, je ne me vois pas laisser mon rucher 1 mois sans intervenir. Je la surveille, c'est des petits coups de pouce comme ça à minima. Je surveille également mon environnement. Je vais voir, puisque j'ai fait mon inventaire botanique, je passe régulièrement voir mes sources de fleurs pour voir si elles sont au rendez-vous. Et des fois, je me dis, là, pendant 10 jours, je suis peinard parce que si tout va bien, elles vont être autonomes. Et ben quelquefois, par exemple cette année, systématiquement, dans un milieu pour moi que je considère comme riche, j'ai eu un phénomène climatique, soit du vent, soit de la pluie, soit du gel, qui fait que pile poil sur la floraison, il y a eu contre-ordre. Donc, tu vois, on est bien obligé de faire des compromissions, ce qui ne nous empêche pas de nous intéresser
à l'environnement, quoi. C'est fondamental. Ouais. Oui, donc pour toi, c'est plus important de maintenir l'abeille vivante que finalement de la laisser mourir et de laisser finalement un effectif peut-être résilient, résistant. Ouais. Pour toi, c'est quand même important de procéder de cette manière-là. Je m'y résous pas. Et si par exemple j'ai arrêté la clientèle, c'est parce qu'à un moment, je n'arrivais plus à assumer l'euthanasie des chiens, par exemple. Et parce que ma fonction fondamentale, c'est d'entretenir la vie, de faire en sorte qu'elle puisse s'exprimer dans toutes ses dimensions. Et la mort, oui, j'allais dire, la fin est toujours dans le commencement, mais il faut l'admettre. Mais je l'admets plus facilement pour moi que pour les animaux, par exemple. Donc, casser de l'abeille, ça me répugne quand même un peu. Ouais, donc et donc vis-à-vis de varroa, c'est vrai que souvent on met varroa comme étant la cause finalement des mortalités, notamment hivernales. En fait, vraiment le message qui est le tien, c'est pas varroa, c'est les virus en fait qu'il véhicule et qui sont à la source en fait de beaucoup de problèmes. Et donc même si les traitements varroa sont efficaces pour faire baisser la pression varroa, ce n'est pas suffisant parce que s'il y a une quantité importante de virus et de pathogènes dans la ruche, bah, c'est eux qui vont agir et c'est eux qui sont à l'origine en fait de tous les désagréments en fait qu'on connaît ensuite dans les ruchers. Complètement. Et quand j'ai pris par curiosité le bouquin édité par la FNOSAD sur varroa et varrose. Ouais, et quand je regarde l'ensemble des symptômes qui sont décrits sur varroa, en réalité, si je prends l'ensemble des symptômes décrits pour les virus, c'est exactement les mêmes. Donc, ce qu'on a mis sur le dos du varroa, c'est probablement sur les virus qu'il a multipliés, qu'il a transmis. Et je reviens sur des choses fondamentales, comme pour dire, quand il introduit un virus par piqûre, on sait qu'il faut 10 000 fois moins de virus par piqûre que par trophalaxie. Donc, si tu veux, effectivement, malgré lui, le varroa a fait le malheur de l'abeille parce que il s'est pris les pieds dans le problème des virus qu'il a soit multiplié, soit transmis. Et en tout cas, on s'est trompé de cible, nous. Et je vois plein aujourd'hui d'erreurs faites dans la recherche qui se trompent de cible, qui nous donnent des explications. Alors, par exemple, j'en prends un autre exemple. On parle de la mélanisation. L'idée que, par exemple, l'abeille noire, à un moment, devient noire parce qu'elle lutte contre les virus. Et on dit c'est parce qu'elle va utiliser la mélanine pour lutter contre les virus. Mais on n'a jamais lutté contre les virus avec de la mélanine. La mélanine, c'est le témoin du burst oxydatif qu'elle a impliqué à son pathogène, qui fait qu'elle a créé un phénomène genre qui ressemble un peu à la réaction de Maillard, et elle a produit des résidus qui sont noirs, mais c'est de la mélanine. Et ça n'est pas un outil pour lutter contre les virus, c'est le témoin. Donc, je trouve aujourd'hui que, en termes d'approche en biologie, on confond très souvent la cause et le témoin, par exemple, et la mélanisation. Mais si je peux, aujourd'hui, je préfère un récapitulatif de toutes les erreurs d'interprétation qu'on a fait, c'est absolument monstrueux. Ah, si je veux en rajouter une, parce que ça me plaît beaucoup, celle-ci. En même temps que je fais mon approche sur les pathologies, j'ai fait tout un travail dans les autres espèces qui m'a valu d'ailleurs d'autres médailles d'or, d'autres sommets d'or, sur le rôle des oligoéléments. Et je fais dans les autres espèces animales, par exemple, une analyse des poils pour savoir s'ils ont suffisamment d'oligoéléments ou pas. J'ai fait la même chose sur les abeilles. Pourquoi? Je sais pas. Et ça, c'était drôlement intéressant. Parce que le résultat que j'en ai eu, c'est une chance extraordinaire et tu vas voir pourquoi. On utilise un outil complexe qui s'appelle une torche à plasma avec un spectromètre de masse couplé qui nous permet de mesurer les oligoéléments qui sont dans un individu vivant. On a montré deux choses. C'est que nos colonies férales qui butinent avec nos colonies domestiques, entre guillemets, elles ont exactement la même composition d'oligoéléments. Pourquoi? Parce qu'elles sont nourries avec les mêmes fleurs. Tu vois? Communauté de butinage, même composition. Et nos colonies domestiques qui ont un traitement anti-varroa, par exemple, eh bien, ça ne change rien à leur composition d'oligoéléments. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans notre distribution, qui est le sirop de stimulation 50-50, additionné d'oligoéléments et d'huile essentielle, donné toutes les 48 heures, eh bien, il va directement être assimilé par les abeilles nourricières qui vont le distribuer aux larves. Pourquoi? Parce que quand on a fait la mesure des oligoéléments sur la génération qui a reçu
les oligoéléments, donc on va dire les mères, et qu'on a fait le dosage des oligoéléments sur les filles, donc issues des larves que les nourrices avaient alimentées, eh bien on a retrouvé tous nos oligoéléments dans les filles. Donc la question qu'on se posait, est-ce que notre sirop de stimulation est fait, comme on l'a dit, pour apporter de l'euphorie à la reine qui croit que c'est une mielée qui va se mettre à pondre? Peut-être un peu. On ne va pas s'enlever ce message-là, qui est un message poétique et amusant. Mais en tout cas, ce qu'on a démontré sans le vouloir, et ça, je reconnais que quelquefois on peut avoir de la chance en recherche, c'est qu'on a montré que spécifiquement, ce mode de distribution va directement aux larves, c'est-à-dire à l'élevage. Et ça, c'est rassurant parce que ça montre que on n'a pas perdu notre temps à envoyer des oligoéléments, par exemple, sur les butineuses. Non, c'est pas les butineuses qui viennent là-haut. Alors peut-être que, alors là aussi c'est pareil, je raccroche avec ce qui se dit. On dit, mettez bien votre source de sucre le plus près possible, parce qu'il faut que ce soit les nourrices qui viennent de prendre et non les butineuses. Si vous le mettez au-dessus du couvre-cadre, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est faux ce truc-là, parce qu'effectivement, ce sont bien les butineuses qui viennent chercher là, parce qu'elles ont le droit de se balader, mais les nourrices, elles sortent pas du nid. Et donc, par trophalaxie, mes butineuses qui ont pris ma solution, elles l'ont transmise aux nourrices qui l'ont transmise aux larves. Ça, c'est génial. Ça, c'est une chance que j'ai eue. C'est venu par surcroît. Et moi, ça m'amuse. Je suis comme un gamin quand je regarde ce truc-là. Ah, mince. On a démontré quelque chose que personne n'avait vu jusqu'à maintenant. Et c'est le hasard. C'est ma manie de doser les oligoéléments qui m'ont servi de traceur. De traceur pour voir qu'ils sont bien passés là où je voulais qu'ils aillent. C'est amusant cette histoire. Parce que on apporte quand même chacun un peu notre contribution à une connaissance un peu plus précise de l'abeille. Et là, c'en est une que le hasard m'a servi sur un plateau. Ouais, j'ai encore une dernière question qui me brûle les lèvres. C'est les acides organiques et certains composés aromatiques sont quand même assez corrosifs. Est-ce que toi, comme le thymol ou comme l'acide formique, l'acide oxalique, qui sont utilisés aussi parfois dans le traitement contre varroa, est-ce que voilà, quel est l'impact sur la colonie, sur comment ça peut être perçu par un animal, voilà, par cet animal, on va dire, colonie d'abeilles, voilà, l'intrusion de ces molécules-là qui sont quand même, en tout cas chez l'homme, corrosives. Alors après, je ne sais pas si c'est le même effet chez l'insecte, mais voilà, c'est juste un questionnement parce que certains voilà, brandissent des mots pas possibles sur voilà, sur l'action de ces molécules sur l'abeille comme étant presque toxiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec ton regard de biologiste? Alors, il y a différents niveaux dans ce que tu as dit comme question. D'abord, on prend le cas du thymol. Le thymol est une molécule naturelle qui est lévogire, c'est-à-dire qu'elle dévie la lumière à gauche, et c'est cette molécule-là que les abeilles tolèrent bien parce qu'elles ont coévolué avec les plantes qui produisaient du thymol. À peu près 100 millions d'années pour les uns et pour les autres. Ouais, et en même temps, tu vois bien que le thymol, quand on introduit du thymol dans une colonie, ça les perturbe au niveau, voilà, au niveau des phéromones, au niveau de plein de choses quand même. Parce que le thymol qu'on utilise est un thymol de synthèse, 50% de molécules lévogires et 50% de molécules dextrogires qui sont insupportables et dextrogires pour l'abeille et qui font qu'elle peut fuir là, qui font qu'on a très bien démontré que ça déprimait l'immunité, qu'on a très bien démontré que ça provoquait des troubles cognitifs, en particulier des difficultés de retour. Donc, voilà, on a réglé le problème du thymol, qui est, j'allais dire, une imposture de mettre le thymol aujourd'hui de synthèse comme une molécule naturelle en agriculture bio, en apiculture bio. Par contre, comment dire, la structure lévogire est plus adaptée? Ah oui, elle est parfaitement, j'allais dire, bien tolérée par l'abeille. Donc, il faudrait prendre le temps de séparer nos molécules. Pourquoi? Parce que du thymol naturel issu de la plante, c'est compliqué. Il n'y a que le thym qui en produise, il y en a quelques autres plantes, mais le rendement est faible, ça coûte un maximum. Donc, et leur présentation dans l'huile essentielle font que ça ne s'évapore pas correctement. Donc, il faudrait peut-être effectivement faire un thymol de synthèse lévogire. Peut-être que là, on serait conforme aux besoins de l'abeille. Maintenant, pour ce qui est des acides organiques, je crois que la moins pire, c'est l'acide formique parce qu'elle a un effet flash. Donc, quand elle agresse les abeilles, elle va agresser une génération. Et comme elles vont mourir derrière et qu'on aura des abeilles d'hiver qui n'auront pas été en contact avec l'acide formique, je crois que ça peut
j'allais dire, être tolérable. Pour ce qui est de l'acide oxalique, ben, je reviens sur l'idée que c'est aberrant de multiplier comment on va dire, les apports d'acide oxalique sur des abeilles d'hiver. Hein, tu vois, donc, une fois, c'est bon. Je pense que c'est par dégoûtement que l'acide oxalique est le plus efficace, mais parce que c'est plus commode de le faire par fumigation, eh bien, par sublimation, on multiplie parce qu'il suffit d'introduire la canule, d'appuyer sur le bouton et ça va nous le faire s'évaporer. C'est pas une bonne technique. Là, on agresse vraiment nos abeilles d'hiver. Oui, je pense que la répétition des applications, elle est plutôt liée à la présence éventuelle de couvain, et dont on sait que, voilà, que l'acide oxalique n'est pas efficace en présence de couvain. Et donc, le fait de répéter, c'est peut-être une manière, en fait, de s'affranchir de cette présence de couvain. Mais qui se fait une répétition sur toujours la même génération. Oui. Et donc, là, il y a des effets secondaires. Pour ma part, moi, j'utilise un produit que j'ai conçu et qui utilise l'acide lactique. Parce qu'on a montré que c'était l'acide qui était le moins agressif pour la cuticule. Tout à fait, d'accord. Très bien, bah, tu vois que on pourrait parler encore pendant un certain temps. Mais je suis désolé de m'imposer là-dessus. Ah non, mais tu t'imposes absolument pas, c'est toujours passionnant. Mais tu sais que tu connais le monde des apiculteurs, hein, ils sont passionnés, ils sont passionnants, et c'est ce qui fait aussi que j'ai envie à travers cet événement, de susciter beaucoup de partage et beaucoup de réflexion à travers des univers différents, et de faire appel justement à la richesse des expériences de chacun, parce que je pense que c'est vraiment en s'enrichissant vraiment de nos compétences, de nos expériences, qu'on peut vraiment être dans ce lien au vivant, dans ce respect qu'on recherche tous, et finalement d'être en relation avec notre véritable nature, quoi. D'être en lien avec la nature, c'est aussi toucher notre vraie nature. Écoute, c'est extraordinaire ce que tu proposes là. Moi, je trouve ça génial. Donc, j'espère que tu iras jusqu'au bout.